Mesdames, Messieurs, il n'est pas rare de les croiser dans les rues. Vous les croisez, bagages sur la tête. Ils ou elles sont chargés d'aller vendre et de revenir. Vous les voyez dans les marchés, vous les voyez à proximité, même dans la circulation. Parfois, ils vous approchent pour vous demander l'aumône. Vous les voyez parfois dans des actes répréhensibles et il n'est pas rare non plus de les retrouver en prison et passant devant le juge des mineurs. Mesdames, Messieurs, nous parlons ce matin des enfants de la rue. Ce phénomène a la peau dure dans notre pays. Nous voulons savoir un peu de quoi cela retourne, quelles sont les causes, comment est-ce que cela se manifeste réellement et quelles solutions l'on pourrait proposer pour faire reculer, à défaut donc d'éradiquer le phénomène de notre pays. Pour en parler, une voix, sinon des voix autorisées pour discuter de ce sujet-là avec nous. Le premier, Noah Femi Agbafa, bonjour. Bonjour Alain. Comment allez-vous? Ça va merveilleusement bien. Vous êtes le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Et donc, vous êtes bien placé pour nous parler de ce sujet-là. Avec plaisir. L'autre qui est aussi bien placé pour nous en parler, c'est le sociologue Didas Tossou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À votre avis, comment est-ce que le phénomène de l'enfant de la rue naît dans la société? Merci beaucoup. Avant tout propos, je voudrais dire bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent. Bonjour aux responsables de Béné TV. Merci. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci beaucoup. Le phénomène de l'enfant de la rue trouve son essence d'abord par notre culture qui est en train de prendre un coup. Notre culture, entre-temps, dans son essence même, ne laissait pas les enfants aller n'importe où. L'enfant sort de chez lui, il va chez l'oncle, il va chez la tante, il va chez la grand-mère, le grand-père, ou du moins dans la grande famille. Il va là-bas, on ne se plaint même pas, on ne demande même pas où il est parti. Donc, il va. On sait qu'il est en sécurité. On sait qu'il est en sécurité, ça ne nous dit rien. On dit là où il est parti chez son grand-père. On est même heureux qu'il soit là-bas. Mieux, l'enfant qui, à cet âge, quand on dit enfant, vous connaissez un peu là, la tranche, l'enfant qui sort de chez lui, qu'il ait sur la tête quelque chose à vendre ou quelque chose à aller déposer, on sait la trajectoire. Là où il a quitté, là où il va. Et ceux qui le rencontrent sur la voie ont déjà une idée de ce qu'il a quitté ici pour aller là. Et quand il a un souci sur la voie, on s'occupe de lui. Aujourd'hui, avec l'intégration financière, avec la question de l'industrialisation, notre culture a pris un coup et l'enfant n'est plus vu comme avant un être vraiment sacré, mais un être qu'on peut mettre sur le marché, un être qu'on peut banaliser. L'enfant qui était un être à protéger est devenu un être à exploiter. À exploiter. Donc, aujourd'hui, avant que l'enfant ne se retrouve dans la rue, soit c'est son parent qui lui a ouvert le chemin, parce que si à 7 ans, à 6 ans, je mets sur la tête de mon enfant les gâteaux, ou bien il met dans un plastique quelque chose à vendre, ou je ne sais, et il sort de là, on dit, va rester là. Il commence à avoir le goût, même si la maman ne veut plus après, parce qu'il a commencé à trouver de l'argent. Il a vendu 25 francs, et on devrait prendre 50 francs, quelque chose comme ça, de monnaie, et on dit non, je te laisse ça. Il a commencé à prendre le goût. Il finira par prendre aussi cette envie-là de ne pas cesser de vendre, donc il ira dans la rue. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a galvaudé ce que c'est que l'aumône, au point où l'enfant pense que aller vers l'aumône, ce n'est qu'un droit. Il peut aller là, et quand il prend la voie, il ne s'inquiète pas de ce que quelque chose peut arriver sur la voie. Et celui qui le voit aussi sur la voie se dit, mais il est déjà mieux, malgré cet âge-là, il est déjà mieux, il peut y aller revenir, parce que aujourd'hui, quand tu as ton enfant, il a un souci, je ne vais pas m'approcher
au risque de me retrouver de l'autre côté. Et donc, il n'a qu'à aller, tu vas gérer ça. Allez, on va revenir vers vous tout à l'heure, Didas Dossou. Noah Femi Agbafa, au-delà de toutes ces causes, de tout ce que Didas Dossou a cité comme fondement à la naissance, à la survenue du phénomène de l'enfant de la rue, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qui causent ça? Merci Alain. Aujourd'hui, particulièrement à Cotonou, quand on parle de phénomène d'enfants de la rue, nous allons retrouver des enfants. D'abord, nous allons retrouver, je vous dirais, pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons retrouver 3 types d'enfants. Nous allons retrouver les enfants de la rue, qui sont des enfants qui vivent dans la rue, qui n'ont pratiquement pas de lien familial. C'est leur domicile, ils y vivent. Mais nous allons retrouver des enfants dans la rue, qui sont en réalité des enfants qu'on retrouve, qui viennent travailler dans la rue, qui viennent vendre quelque chose, qui offrent leur force de travail, qui, pour obtenir de la subsistance, et qui retournent à la maison. Mais nous allons retrouver une 3e catégorie. Ce sont des enfants qui ont fugué de la maison. Donc, pour une raison ou une autre, ces enfants ont fugué de la maison, mais qui finalement, dans beaucoup de cas, finissent par rester dans la rue. Deviennent des enfants de la rue. Donc, généralement, vous allez retrouver ces 3 types d'enfants. Et quand vous creusez, dès que j'ai présenté ce profil, vous comprenez qu'il y a des enfants qui viennent travailler. Et c'est généralement lié à l'urbanisation. Cotonou étant urbanisé, et comme il a dit, industrialisé, alors on trouve des opportunités pour venir travailler, et vous comprenez que c'est l'exode rural. Et c'est d'ailleurs ça qui va nous amener à mieux creuser le profil des enfants. Peut-être on reviendra dessus. Donc l'urbanisation et l'exode rural amènent beaucoup d'enfants à aller chercher des opportunités. Mais de l'autre côté, vous allez trouver qu'aujourd'hui, le tissu familial qui hier était beaucoup plus solide ne l'est plus aujourd'hui. Le tissu familial, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de familles où c'est seulement le père, où c'est seulement la mère. Donc, il y a un effritement de la responsabilité monoparentale. Donc, vous allez retrouver que cela amène l'enfant aujourd'hui, cela amène beaucoup de parents, pas tous, il y a beaucoup de familles monoparentales où on s'occupe très bien des enfants, mais il y en a d'autres où vous allez constater que progressivement, la responsabilité parentale est généralement plus de mise. Mais est-ce qu'il n'y a pas je ne vous coupe pas, est-ce qu'il n'y a pas des familles où père et mère sont quand même ensemble et pourtant il y a le phénomène de... Exactement, il y en a et c'est beaucoup plus pour d'autres causes. Je suis en train de voir citant les causes, je suis en train de voir qu'il y a l'effritement de la responsabilité familiale qui peut être lié au fait que la maman seule porte la responsabilité de père et de mère, ou c'est le père seul qui porte la responsabilité de père et de mère. Mais nous avons d'autres familles, comme l'avait dit, où nous retrouvons bien sûr le père et la mère, mais la pauvreté peut passer par là. Et quand la pauvreté passe par là, l'enfant, ne trouvant pas véritablement de subsistance, peut se dire « je fugue pour aller me chercher ». Mais à côté de cela, vous allez voir que pendant que la pauvreté passe par là, pour revenir souvent à des notions chères à Didas, où on retrouve, quand il y a la pauvreté, c'est qu'il y a souvent la solidarité. Cette solidarité africaine aujourd'hui n'existe plus. De telle sorte que quand un père met un enfant au monde, quand l'enfant sort, comme il a dit, l'enfant qui sort pour aller travailler ou même pour traverser la voie ne fait plus l'objet d'attention de quelqu'un d'autre. Du regard de la société. Du regard de la société, pas du tout. Donc, cette solidarité, ayant disparu totalement aujourd'hui, observez autour de nous, quand quelqu'un a un problème, il a les problèmes et c'est lui seul qui les règle. Hier, il y a des maisons où les gens mangent le ventre plein, pendant que d'autres dorment le ventre creux. Totalement et des repas, les restes sont jetés. Exactement, jetés.
Au point où aujourd'hui on parle même de banque de nourriture, vous voyez. Donc quelqu'un d'autre peut aller collecter même ces nourritures. Ça veut dire quoi? Que celui qui a fini de manger ne trouve pas opportun même de mettre le reste là à la disposition de quelqu'un d'autre. Il n'ouvre pas les yeux pour voir la pauvreté à côté et c'est quelqu'un d'autre qui vient collecter même ces nourritures pour aller les remettre à un plus pauvre. Vous voyez, on va jusqu'à créer aujourd'hui même, regardez d'où vient la notion de banque de nourriture. Et de restaurant restaurant de cœur, vous voyez, c'est ça. Ce restaurant de cœur, ce n'est souvent pas le parent de ce pauvre. Alors que dans sa famille, il y a toujours quelqu'un qui aurait pu s'occuper de lui. Hier, vous voyez, on a fini par galvauder même les notions de Vilomégon. Hier, un parent qui est loin, qui sait qu'il y a un frère qui est relativement nanti ou même qui est en ville, pouvait lui envoyer un autre frère, son enfant, pour que cet enfant reste avec lui, étudier. Mais le monde est devenu relativement plus mauvais aujourd'hui et il est difficile d'encourager cette notion de Vilomégon. Donc il y a beaucoup de raisons, beaucoup de raisons qu'on peut citer. Regardez aujourd'hui la mendicité. Il le disait tout à l'heure, la mendicité où l'enfant, ou même la mère, regardez dans les feux, vous allez trouver des parents, des mères, des pères qui se cachent et qui envoient l'enfant, qui sont dans un coin quelque part, et qui observent les enfants. Qui exploitent l'enfant, qui exploitent l'innocence de l'enfant. Parce qu'on se dit, lorsqu'un adulte dans son véhicule ou sur sa moto va voir un enfant, son cœur va saigner, il pourra lui mettre une pièce. Vous voyez, c'est tout ça qui encourage le phénomène des enfants dans la rue. Et quand vous voyez aujourd'hui, regardez dans nos villages, il y a beaucoup d'accusations d'enfants sorciers. C'est aussi un phénomène où aujourd'hui on accuse un enfant sorcier, on accuse un enfant de sorcier et l'enfant est obligé alors de fuguer, l'enfant est obligé de quitter son milieu et de se retrouver totalement dans la nature. Vous voyez, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, on peut voir les catastrophes ou même les conflits dans nos milieux qui amènent des parents à se déplacer. Donc, il y a énormément de phénomènes qu'on peut doiter aujourd'hui pour pouvoir montrer que le phénomène d'enfants de rue continue toujours de prendre de l'essor, continue toujours d'être enraciné dans notre société, et ceci au vu et au su de tout le monde. D'accord. Alors, je reste avec vous. C'est vrai que vous avez parlé pendant longtemps, mais avant de revenir à Didas, au niveau du littoral, dont vous êtes d'ailleurs le directeur départemental, je l'avais dit, des affaires sociales et de la microfinance, est-ce qu'à Cotonou, le phénomène est vraiment observé? Est-ce qu'il y a des chiffres qui nous parlent? Aujourd'hui, à Cotonou, le phénomène d'enfants de rue est beaucoup plus inquiétant que dans toute autre ville au Bénin. Ah oui? Oui. Il suffirait tout simplement de passer le long de nos plages pour remarquer ces enfants, d'aller dans nos carrefours, de visiter les maisons abandonnées à Cotonou pour constater ce phénomène, pour y retrouver des enfants. Observez que le ministère des Affaires sociales, on reviendra peut-être sur cette réponse d'urgence que le ministère sera au niveau des solutions. Nous avons mis en œuvre un projet que nous avons lancé en février dernier, qui consiste à aller rechercher ces enfants-là, à travailler avec eux dans les rues. Le programme 3 Pierres, le projet 3 Pierres. Ce programme 3 Pierres, en quelques mois, en moins de 6 mois, a pu recenser aujourd'hui près de 609 enfants dans 3 arrondissements de Cotonou. C'est pas possible. 11e, 12e, 13e arrondissement, où nous allons dans les rues, au bord de la page, nous récupérons les enfants, nous les réunissons, nous travaillons avec ces enfants. Ceux qui sont capables d'être réintégrés, nous les réintégrons. Mais actuellement, nous sommes en train de travailler, les chiffres auraient certainement peut-être aussi grimpé, dans seulement les 3 arrondissements, dont 11e, 12e, 13e arrondissement, nous avons pu recenser 409 enfants en 6 mois. 409 enfants qui travaillent directement, qui sont dans les rues. Et vous voyez que quand nous avons fait l'extension vers
10e, 9e, 8e, 7e, vers Rendé, vers Akpakpa et autres, vous vous rendez compte du nombre d'enfants que nous pourrions recenser à qui l'État peut offrir une protection. Vous vous rendez compte du nombre d'enfants qu'on pourrait impacter. C'est pour dire que le phénomène est criard, très criard à Cotonou. Alors, Didas Tossou, comment se manifeste le phénomène d'enfants de la rue? Noah disait tout à l'heure qu'il y a le phénomène d'enfants dans la rue, ceux qui viennent ponctuellement, qui retournent, qui travaillent, mais ceux qui y vivent, ceux qui ont élu domicile dans la rue. Peut-être que dans nos voitures, on est là, on circule sur nos motos, on passe, on ne jette pas le coup d'œil qu'il faut. Comment est-ce que le Béninois ou celui qui vit au Bénin, même dans son confort, à quel signe va-t-il reconnaître que là, nous avons le phénomène d'enfants de rue? Comment est-ce que ça se manifeste? Bien, merci beaucoup. Je voudrais, à la suite de mon ami Noah, dire que d'abord, c'est la population, la société elle-même qui encourage ce phénomène. Ah bon? Je vais m'expliquer. Dites-nous. Je vais m'expliquer. Lorsque vous allez dans les grands marchés, par exemple, je ne connais pas l'enfant qui est là, à un âge très bas, 5-7 ans maximum. 5 ans, 7 ans maximum. Et je lui demande de me faire déplacer ce bagage. Il finit, je lui donne 50 francs, je lui donne 100 francs. Il va y rester jusqu'à demain. Il va y rester jusqu'à demain. Voilà comment ça se manifeste une partie. Je prends tous les marchés, je dis bien tous les marchés, que ce soit Cotonou ou ailleurs. Lorsque je vois un enfant de cet âge, est-ce qu'il est à même de travailler? Est-ce qu'il est à même de prendre ce bagage? Est-ce qu'il est à même de pousser les tricycles, bien je le sais? L'enfant devient un portefeuille. Un portefeuille. Et nous avions accepté, nous avions adopté ça. Ça ne nous dit rien. Ça fait 1. 2, vous et moi, nous regardons, si je prends Cotonou, je prends Parakou. À quel âge les enfants sont dans les feux tricolores pour vendre? Qu'est-ce que ça vous dit? Parfois, on encourage pour dire, mais c'est un enfant, je vais acheter. Il a faim, je vais acheter. Mais l'autre chose, c'est que parfois, c'est le parent ou la maman qui expose la marchandise quelque part, qui prend un lot. Je viens. Oui. Donc, quand je vois ça, je ne décourage pas, je prends. Dès que je prends, il va au bord, il remet à sa maman. On le fait remplir encore sa bassine. Il revient. Je dis, c'est un enfant, je prends. La maman qui est là n'a pas mesuré l'ampleur de la vie de l'enfant, de la sécurité, de la santé de l'enfant. Et a fait ça. Dès qu'il fait ça, celle qui est à côté voit ça, dit, mais avec son enfant, ils se sont fait de l'argent, il faut que j'aille. Ils viennent aussi et s'installent. Ce n'est pas l'enfant d'une seule personne qui est dans les feux, qui se retrouve dans les feux aujourd'hui. C'est plusieurs. Nous avions vu, nous avions cautionné. Ce n'est pas seulement alors la maman ou les mamans, parce que l'enfant est né d'une mère et d'un père. Le papa était où? Est-ce que tous ces enfants-là ont perdu leur papa? Je ne crois pas trop. Est-ce que tous les enfants qui sont au niveau des feux tricolores, par exemple, ont tous perdu leur papa? Non. Non, si c'est ça, il y a quelque part, vous soupçonnez la démission des parents? La démission des parents. Donc, le père, là, il a appris que son enfant est dans la rue. Parfois, en passant, l'enfant le va dire « Bonjour, papa ». On dit « Tu es en train » et il passe. Il est en train de faire quoi? Mais je le sais. Donc, le papa aussi a cautionné. Ceux qui sont autour de cette famille-là, nucléaire, c'est-à-dire père, mère, enfant, ont vu cet enfant dans la rue. Ils n'ont rien dit. Comme quoi, il vaut mieux faire ça que de voler. Il vaut mieux faire ça que de voler. Je n'ai pas autre chose à faire. Il vaut mieux que je fasse ça. En le disant, on transforme le phénomène en un fait social. Ce n'est plus un phénomène passant, ça devient un fait social et on est en train... Qui se stabilise. L'autre chose, il y a que... J'ai souvent l'habitude de dire que l'État a pris des dispositions, mais ne va pas loin. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le directeur départemental du littoral dit
qu'ils ont recensé 604 en moins de 6 mois. Oui. Et quelque 3 part, arrondissements dans seulement. 3 seulement. Je prends 400, Cotonou. 409. On n'a pas débordé pour aller vers Calavi, 400, ni vers 409, Sémin. ok. Et on n'est pas parti à Parakou, on n'est pas parti à Boycon, etc. etc. Si on va continuer à recenser sans chercher à couper la chose à la racine, lorsqu'on prend mon enfant, s'occupe de cet enfant, moi-même, je vais tout faire pour laisser mon enfant dans la rue, vous allez prendre pour vous occuper de ça. Puis on s'est occupé de celui du voisin. Et pourquoi pas moi? Surtout quand vous êtes quelque part où c'est la femme qui a fait et ça a commencé à donner. On s'occupe et de l'enfant et de la maman. On va aussi prendre mon enfant et moi, comme un projet avait fait, je ne vais pas citer le projet ici, il y a un mois donné, je n'ai plus vu le projet passer. Comme ça, l'État va prendre combien de personnes en charge? Mais dès qu'on commence, on a une idée que tout revient à l'État. Je suppose que si on commence comme ça, on ouvre aussi la brèche et on rentre dedans. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas chercher des solutions? Et parlant justement de solutions, Noah Femi et Bafa, quelles sont les solutions que l'État, par exemple, propose pour diminuer, pour faire reculer le phénomène des enfants de la rue? Vous voyez, le phénomène des enfants de rue doit être pris comme un phénomène et traité comme un phénomène structurel. Ok. Et non comme juste un phénomène juste épisodique, non. Mais un problème véritablement structurel et apporter des solutions structurelles. La première des choses, c'est d'abord la législation. Comme il l'a dit, c'est devenu un fait de société. Et quand c'est un fait de société, il faut légiférer pour encadrer. C'est ce que l'État a fait premièrement. C'est pour cela que vous allez retrouver qu'aujourd'hui, nous avons le Code de l'enfant qui aujourd'hui est en train d'être revu. Nous avons beaucoup de textes qui répriment la question de VBG aujourd'hui au Bénin. Violence basée sur le genre. Sur le genre. En passant, Ce qui permet de protéger d'abord, de protéger l'enfant. Mais mieux, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui offrent des solutions d'urgence, vous allez voir, hier, n'importe qui pouvait créer un orphelinat. Mais aujourd'hui, c'est totalement encadré. Il y a eu des décrets qui protègent, qui encadrent l'ouverture de ce que nous appelons orphelinat, mais qu'on appelle aujourd'hui le centre d'accueil et de protection de l'enfant, dont les KPE et les garderies, qui aujourd'hui demandent une autorisation. On vient inspecter pour voir si cela vraiment cadre correctement. Parce que, comme je le dis, c'est un phénomène, il faut le traiter de manière structurelle. C'est ça. Et quand on a fini de tout ça, l'État dit d'accord, mais ces enfants, ma première responsabilité et celle que la Constitution m'impose, c'est la santé, c'est l'éducation de ces enfants. Alors, l'État rend la scolarisation des enfants totalement gratuite. Aujourd'hui, un enfant peut aller à l'école sans débourser un seul franc parce que la scolarité, l'enfant est totalement exempté. Qu'il soit garçon, qu'il soit fille. Et mieux, d'ordinaire, les parents s'occupent mieux des garçons que des filles. Alors l'État prend en charge même la scolarité des filles de CI jusqu'en terminale aujourd'hui. Donc la fille ne paie pas un franc, même si le garçon en chemin, donc au secondaire, on demande une petite contribution aux parents. Et mieux, les enfants qui sont issus, des filles qui sont issues des milieux totalement vulnérables, l'État leur offre, au-delà de la scolarité, l'État leur offre aujourd'hui des cahiers, des bics. Près de 35 000 enfants au Bénin reçoivent des kits scolaires, reçoivent même de l'argent de transfert tous les jours. L'enfant qui est au cours primaire, on lui envoie 400 francs. L'enfant qui est au secondaire, on lui envoie 600 francs tous les matins. Et pour les enfants qui sont dans des milieux où l'école est relativement distante de la maison, l'État offre aujourd'hui un repas chaud à tous les enfants à midi pour pouvoir les maintenir dans leur milieu scolaire pour qu'il n'y ait pas de déperdition parce que c'est entre midi et 15 heures, l'enfant peut sortir, l'enfant peut faire. Donc l'État offre aujourd'hui un repas chaud. Même à Cotonou ici, où nous voyons qu'il peut y avoir moins de pauvreté, mais pourtant,
l'État met en œuvre ce projet de cantine scolaire dans 10 écoles. Puisqu'il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté à Cotonou. C'est même... Mais écoutez, je dirais même que c'est à Cotonou qu'il y a plus de pauvres qu'ailleurs. Ouais. À Cotonou, on voit beaucoup plus les bâtiments, on voit les routes, mais à l'intérieur, l'humain est beaucoup plus pauvre qu'au village. Lorsqu'il manque de pitance, il peut se lever, aller chez le voisin. Mais à Cotonou, ce n'est pas possible. Il peut aller dans un champ et cueillir 2, 3, 4 mangres et assouvir au moins cette faim. Mais à Cotonou, ce n'est pas possible. Donc vous voyez que le phénomène de pauvreté à Cotonou et dans les autres milieux n'ont pas le phénomène là n'a pas toujours la même connotation, n'a pas toujours le même visage. Et quand l'État a fait ça, l'État a investi énormément. Dites-vous, aujourd'hui, quand je parle des affaires sociales aujourd'hui, l'État a multiplié les centres de protection, les centres de promotion sociale aujourd'hui, où nous accompagnons les parents, nous offrons l'appui psychologique aux parents. Même ces enfants, aujourd'hui, nous les protégeons. Mais mieux, lorsque l'État a fait tout ce qui est structurel, l'État est revenu pour dire, et les autres qui peuvent m'aider à travailler, alors l'État, comme je l'ai dit, l'État a organisé les KPE, mais l'État même a installé des centres aujourd'hui. Nous avons à Saint-Rita le centre d'accueil et de transit des enfants, ce que nous appelons le KTE, qui permet à ces enfants qui, un jour, peut-être peut dire, oui, je veux retourner dans ma famille, mais a des difficultés peut-être à se réintégrer dans la famille. On l'accompagne. On l'accompagne, nous l'accompagnons. Que l'enfant vienne ou que l'enfant rencontre un de nos assistants sociaux et dit oui je voudrais, ou même que c'est nous qui l'avons identifié, nous le ramenons, nous discutons, nous protégeons l'enfant, mais nous allons d'abord préparer la famille. Nous préparons la famille et nous réintégrons l'enfant, nous lui offrons une insertion scolaire ou professionnel. Donc, quand cet enfant-là... L'État fait beaucoup. C'est ce que nous faisons au niveau du ministère des Affaires sociales, en lien avec tous les autres ministères qui relèvent, dont ce phénomène-là relève de la responsabilité. Ça, c'est ce que l'État fait. Didas Dossou, qu'est-ce que l'individu pris comme ça dans la société pourrait apporter comme solution pour faire reculer le phénomène? Moi, je crois que ce que l'État fait, c'est déjà beaucoup. Je crois que je dois pouvoir toujours retourner à la base. C'est-à-dire, je dois revenir dans la société. Est-ce que ce formatage d'éducation que nous voulons, est-ce que les parents sont encore à ce niveau? Comment faire pour revenir encore à la question de la socialisation d'alors? Et de la solidarité sociale. D'alors. Parce que je continue de vous dire, on finira pas étouffer l'État et on va dire que l'État ne fait rien. Non, parce que je me rappelle, il y a une école, je ne sais pas, je vais jamais dire ça ici, mais je vais te caricaturer. On dit que ici c'est pour les pauvres, une école de pauvres. On a constaté qu'aujourd'hui, c'est les gens qui viennent garer des voitures pour envoyer les enfants dans ces écoles-là. On va dire ça hors caméra. Alors, est-ce que moi, en tant que père de tel enfant, est-ce que je suis conscient que c'est d'abord et avant tout ma responsabilité? Est-ce que je peux me rendre compte de ça d'abord? C'est le plus important. Parce que si l'enfant revenait à la maison et qu'il ne retrouve pas le minimum, je prends le cas de Saint-Rita dont on a parlé, le minimum, il finira pas encore fugué. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de voler, il part à la prison, il constate que là-bas on lui donne à manger, il vient créer encore une situation, il va récidiver. Est-ce que l'enfant va récidiver? Je crois que c'est travailler davantage les parents pour qu'on ait moins. Il peut arriver, il n'y a pas de souci. Les futurs parents aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Dans une société, il doit avoir tout. C'est comme l'eau de ruissellement qui emporte tout son chemin. Je suis d'accord que plus on évolue, plus on a des vices. Je suis d'accord. Mais que ce soit le minimum. Parce que si on laisse tout le monde dans la rue, ce n'est pas bien pour la société, ce n'est pas bien pour le développement. Et donc, nous devons commencer encore à revoir notre copie nous-mêmes, nos parents, père et mère, nous devons revoir notre copie. Et au-delà de père et mère, la famille élargie. Comment est-ce que je vois l'enfant de mon frère, l'enfant de ma soeur, l'enfant de celle ou celui qui est à côté de moi? C'est d'abord ça. Parce que si je suis là, et que l'enfant souffre à côté de moi,
et que je suis indifférent, ça pose un problème. L'enfant va se retrouver dans la rue. On n'aura pas eu tout le temps pour... Enfin, même si on fait toute une journée de débat, on ne va pas finir. Noah Agbafa, en 30 secondes, votre conclusion. Je vais conclure pour dire que l'État ne s'occupe pas, n'offre pas seulement juste des mesures d'urgence. Le microcrédit à la FIAL, là, par exemple, accompagne les parents, accompagne aujourd'hui les mamans pour que les mamans puissent véritablement s'autonomiser. Et nous avons le programme, par exemple, de dialogue parents-enfants où nous apprenons aux parents, c'est de la sensibilisation que nous faisons. Donc, on ne s'occupe pas seulement des enfants dans la rue, mais nous allons vraiment dans les maisons pour travailler même le programme 3 Pierres qui s'occupe de ces enfants. Donc, vous voyez, quand l'État fait tout ça, l'État lance aussi un message aux parents, comme M. Didas le dit, pour qu'aujourd'hui, et jeunes, et parents, et toute famille puissent comprendre que l'enfant est un trésor. Et quand nous parlons de trésor, on doit pouvoir le chérir, on doit pouvoir le protéger, on doit pouvoir l'avoir, soit pour que ce soit un arbre qu'on plante à la maison et demain, on pourra en profiter. Merci beaucoup, Noah Agbafa. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Merci d'avoir accepté notre invitation. Didas Tossou, un tout dernier mot Que les parents prennent davantage les responsabilités. Merci beaucoup. Vous êtes sociologue et vous nous avez aidé donc à décortiquer ce sujet. On reviendra sur d'autres aspects d'autres jours si le temps et les circonstances le permettent. Mesdames, Messieurs, voilà, ça va être la fin donc de ce débat. Prions, c'est vrai, mais travaillons à sauvegarder les trésors que représentent les enfants. Pas seulement nos enfants à nous de façon biologique, mais tous les enfants que nous rencontrons, parce que demain, quand nous allons vieillir, c'est eux qui vont prendre soin de nous. Allez, on va accueillir dans un instant, voilà, Nadège Sani. Je vais demander donc à nos amis voilà, vous allez descendre du plateau. Nadège va venir, voilà, et simplement pour partager avec nous, disons, les avis des internautes, les avis donc de ceux-là, de vous autres, justement, j'allais dire, qui avaient analysé, avaient apporté des solutions, des propositions à ce phénomène. Eh bien, Nadège, comme je vous l'avais dit, c'est avec plaisir qu'elle est là. Bonjour Nadège Sani. Bonjour à vous Alain, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Je me porte très bien, j'espère que vous portez bien aussi. Ah oui, super, par la grâce de Dieu. Alors, nos amis internautes ont réagi à notre question. Effectivement, ils ont réagi et concernant cette question du jour, plusieurs internautes ont partagé leurs idées et propositions. Florentin Zoudi suggère les actions suivantes. Mettre en place des politiques de limitation des naissances, sensibiliser les parents à leur rôle de protecteur, leur faire comprendre l'importance d'une bonne éducation et d'un suivi rigoureux pour l'avenir de leurs enfants. Recueillir, rééduquer et former les enfants vivant déjà dans la rue pour en faire des citoyens conscients et responsables et enfin sanctionner sévèrement les parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue. Aimé Glorieux Kakbovi propose une large sensibilisation de la population sur les enjeux de la démographie, une prise de conscience active de la jeunesse, la création de centres de formation professionnelle dans les 12 départements, voire les 77 communes, pour proposer aux parents démunis et aux enfants des formations pratiques en entrepreneuriat, élevage, fabrication de produits artisanaux. Ordi Bodo souligne l'importance de la responsabilité parentale. Il ne faut pas avoir des enfants uniquement par désir, mais en tenant compte de ses capacités financières. Il recommande que les parents souscrivent à une assurance pour protéger leurs enfants en cas de décès afin d'éviter qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans la rue. Amoudanta insiste sur la nécessité de mesures fermes. L'État doit instaurer des sanctions rigoureuses contre les parents négligents. Des campagnes de sensibilisation via les médias doivent accompagner ces efforts pour prévenir le phénomène. Et on finit par Frédéric Danon-Gagnon qui rappelle un point fondamental. Tant que la pauvreté ne va pas être éradiquée, le problème des enfants de la rue
va perdurer. Et Voilà oui. donc, Alain. Merci beaucoup, Nadège Sani. Je crois que les pouvoirs publics qui nous suivent vont tenir compte des propositions de nos amis des internautes. suggestions, Voilà, effectivement. pour mener davantage à bien leur politique en faveur des enfants de notre pays. Oui, effectivement. Allez, merci à vous, Nadège Sani. Merci et bonne journée. Une bonne journée également. Merci. On va accueillir Blaise Adankpo pour les sports. Donc voici le tapis.